Je vais vous parler dans cette présentation de l'apport de la toxicogénomique dans l'étude d'interaction des cellules avec les nanoparticules polymériques. Cette présentation est basée sur une partie de mes résultats de thèse réalisés au sein du laboratoire CT4, Faculté de pharmacie, Université de Lorraine. Pour commencer, je vais parler brièvement de l'utilisation des nanoparticules dans la chambre de médecine. En fait, 230 produits à l'heure actuelle sont identifiés, parmi lesquels 49 ont déjà l'autorisation de mise sur le marché. Elles sont utilisées dans les vaccins et diagnostics et la médecine régénérative et surtout antithérapeutique. On peut citer par exemple l'Abraxane et l'Ambisome et Doxil qui sont utilisés dans les traitements anti-cancer et l'Ambisome comme antifongique. Les principales applications des nanoparticules en vis thérapeutique concernent le système de livrance qui permet de véhiculer un molécule active et on l'appelle en majorité des nanovecteurs. Parmi les nanovecteurs utilisés en médecine, on peut citer le liposome qui est formé de double couches lipidiques emprisonnant entre elles un compartiment aqueux où se trouve le principe actif. On peut citer également les nanoparticules polymériques parmi lesquelles on distingue les nanocapsules qui est formé de minces parois de polymère entourant avec un comportement aqueux ou huile. On peut citer également comme type de nanoparticules polymériques les nanosphères qui est formé d'un réseau de polymères. Les nanoparticules que nous avons utilisées dans cette étude, c'est un type de nanoparticules polymériques et plus précisément, c'est un type de nanocapsule. L'intérêt de l'utilisation des nanoparticules en médecine, elle permet de protéger le principe actif contre la dégradation enzymatique ou non enzymatique et favoriser le passage des barrières physiologiques et améliorer le ciblage des principes actifs vers des cellules cibles en diminuant sa toxicité, comme le cas de traitement du cancer. Et dans certains cas, les nanoparticules permettent d'avoir des libérations prolongées d'un principe actif. Ainsi, l'utilisation des nanovecteurs en médecine permet d'augmenter l'index thérapeutique qui est défini par le rapport bénéfice-risque. Mais, du fait de leur très petite taille, les nanoparticules ont de nouvelles propriétés physiochimiques qui peuvent influencer sur les propriétés biologiques et toxicologiques. D'autre part, on se pose la question, est-ce que les méthodes de toxicologie classiques sont adaptées avec l'évaluation des nanomédicaments ou pas? C'est pour ça on est intéressé d'utiliser des nouvelles approches comme le toxicogénomique. L'objectif dans des projets développés au laboratoire, c'est d'obtenir des nanoformulations d'os-nitrosothiol en vue d'améliorer la biodisponibilité d'oxyde nitrique dans le but de traitement des maladies cardiovasculaires. Et comme exemple d'os-nitrosothiol, nous avons utilisé le S-nitrosoglutathion, ou on peut dire le GSNO. Ce projet consiste de 4 parties. En première, c'est la synthèse de molécules actives qui est le GSNO. Ensuite, encapsuler le GSNO dans une nanoformulation pour le protéger et pour avoir un effet prolongé de NO. Et en troisième, évaluer l'effet pharmacologique de ces nanoformulations. Et à la fin, l'étude de toxicologie. L'objectif de mes études était d'évaluer la toxicité de ces nanoformulations développées au laboratoire par des tests de toxicité classiques, qui est par exemple WST et Blue-Triptan, et pour mieux comprendre le mécanisme responsable de l'effet de nanoparticules au niveau moléculaire, nous avons utilisé d'approches transcriptomiques, et plus précisément, c'est la technique microarray ou puce ADN. C'est une technique qui nous permet de mesurer le niveau d'expression de l'ensemble de RNA messagère dans les cellules. Et la deuxième technique, c'est le RT-PCR,
qui valide la première technique et en mesurant l'expression de RNA messagère pour certains gènes. La deuxième objectif, c'est identifier des biomarqueurs au niveau moléculaire de l'exposition de ce type de nanoparticules polymériques. Le modèle cellulaire utilisé dans cette étude, c'est une lignée de monocytes humains THP1 et les nanoparticules utilisées sont composées de copolymères de éthylacrylate et méthylméthacrylate qui est commercialisé sous nom hydragite RLPO. Nous avons étudié les nanoparticules chargées en principe actif, le GSNO, et les nanoparticules vides pour évaluer l'effet des nanoparticules elles-mêmes. Les deux types de nanoparticules sont préparés par la méthode de double émulsion. Ce sont des objets sphériques de taille environ de 200 nanomètres et chargés positivement et présentent un index de polydispersité satisfaisant. Les cellules ont été exposées de nanoparticules vides ou nanoparticules chargées en GSNO ou le GSNO libre. Après, comme premier test, après 24 heures d'exposition, on a évalué la viabilité cellulaire en mesurant l'activité mitochondriale par le test de WST et la croissance cellulaire par le test de Blot-Tripan. En deuxième étape, après 4 heures d'exposition, nous avons réalisé l'étude de transcriptomique par la technique Agilent pour les tests de puces ADN et par RT-PCR. Je vais présenter les résultats de viabilité des nanoparticules vides et nanoparticules chargées. En raison d'absence de la toxicité du GSNO libre, juste ces résultats de transcriptome seront présentés. Pour les résultats, l'étude de viabilité montre en différentes réponses cellulaires entre les nanoparticules chargées en GSNO et les nanoparticules vides. En fait, les nanoparticules vides représentent par le courbe orange induisent une augmentation de l'activité mitochondriale et une augmentation de la croissance cellulaire qui arrive à 160% pour la forte dose de 100 microgrammes par millilitre, alors que les nanoparticules chargées en GSNO induisent une augmentation de l'activité métabolique mitochondriale sans augmenter la croissance cellulaire. Pour les résultats de transcriptome, après 3 jours de manipule d'extraction de RNA et de marquage de RNA avec le cyanine 3 et l'hybridation sur les lames, nous avons obtenu des données brutes. Maintenant, c'est l'étape d'analyser ces données qui contient, en première, c'est la normalisation et enlever le bruit de fond du signal qui était fait par le logiciel de GenSpring. Ensuite, on a déposé les datas normalisées sur une base de données Géo qui est spéciale pour l'étude de transcriptome et sur une autre base de données qui est nanoménard qui est juste pour l'étude de transcriptome liée avec les nanoparticules. En deuxième étape, c'est l'analyse statistique qui nous permet d'obtenir un ensemble de gènes sourds ou sous-exprimés selon des critères fixés par des majorités d'études de transcriptome, qui est fold change inférieur ou égal à 0,5 ou supérieur ou égal à 2, c'est-à-dire que les niveaux d'expression des gènes est 2 fois moins ou plus exprimés par rapport au contrôle, avec une valeur de P 0,001 de test student. Pour l'interprétation biologique des résultats, nous avons utilisé deux outils qui est la base de données David qui nous permet de regrouper les gènes dans un cluster selon leur fonction et le string database qui nous permet de préciser l'interaction entre les protéines, l'interaction directe ou indirecte entre les protéines codant par les gènes modifiés et pour préciser les pathways affectés par les nanoparticules. Voici maintenant les résultats de transcriptome sous forme de diagramme des veines. Dans nos conditions d'analyse, les nanoparticules vides induisent une modification d'expression de 262 gènes
parmi lesquels il y a 42 gènes communs avec les nanoparticules chargées en GSNO, qui sont considérés comme la réponse cellulaire de l'exposition aux nanoparticules. Et la même chose, entre les GSNO libres et les nanoparticules chargées en GSNO, on trouve 80 gènes modifiés communs entre les deux conditions qui est considérée comme la réponse cellulaire au GSNO. Ces résultats montrent que la cellule répond différemment de la même molécule active si on change sa façon de présenter dans les cellules. Ensuite, on a regroupé les gènes dans des clusters définis par les annotations fonctionnelles. Ici, je présente les principaux clusters impliqués dans la réponse de THPA aux nanoparticules vides ou nanoparticules chargées aux GSNO libres. On peut distinguer certains clusters qui sont induits uniquement avec les nanoparticules vides, à savoir ces chromosomal par qui contient 12 gènes impliqués dans les structures de histone, indiquer une altération possible dans le cycle cellulaire, et la cluster de prolifération comme par exemple FGFR1. Ces réponses moléculaires peuvent expliquer l'effet des nanoparticules vides sur la croissance cellulaire, alors que les nanoparticules chargées en GSNO induisent une augmentation importante dans le processus métabolique et dans le cluster des mitochondries. Et plus précisément, c'est succinate dihydrogénase qui propose que les nanoparticules chargées induisent une activation mitochondriale comme cela a été montré dans les tests WST et les tests de viability. Et pour les GSNO libres, on a remarqué une augmentation importante dans les clusters réponse immunitaire et activation des cellules. Pour mieux comprendre l'effet de GSNO libre dans les réponses immunitaires, nous avons utilisé les bases de données string qui montrent l'interaction entre les protéines et les résultats montrent que le GSNO libre induit des interactions entre plusieurs protéines, parmi lesquelles on trouve 6 gènes impliqués dans les voies de signalisation cytokine récepteur. Ces résultats ont été validés par l'RT-PCR. Cela nous permet de proposer un nouvel mécanisme d'action de GSNO. En conclusion de cette présentation, on peut dire que l'approche toxicogénomique nous donne une évaluation toxicologique complète des nanoparticules. Comme dans notre étude, le test utilisé nous permet de mieux comprendre les différentes réponses cellulaires entre les nanoparticules chargées et le GSNO libre. En fait, les nanoparticules vides induisent une augmentation de l'activité métabolique mitochondrie et la croissance cellulaire, avec une mise en jeu de surexpression des gènes impliqués dans les proliférations et les structures de histone, alors que le nanoparticule chargé en GSNO induit une augmentation d'activité métabolique mitochondriale, en absence de l'augmentation de la croissance cellulaire. Et ça peut être expliqué avec la surexpression des gènes impliqués dans les processus métaboliques et les gènes de mitochondrie. Et les tests l'approche toxicogénomique aussi nous permet de proposer un nouvel mécanisme d'action du GSNO comme activateur des monocytes par stimulation du pathway le cytokine récepteur, et en particulier les chymokines CCL4, CCL3, CCL20, qui ont une activité pro-inflammatoire, et les cytokines IL-23, qui est responsable de la production de cytokines pro-inflammatoires. Cette activation de monocytes présente un intérêt dans les traitements antimicrobiaux et dans le but d'identifier des biomarqueurs moléculaires d'exposition de ce type de nanoparticules polymériques. Une étude similaire sur un autre modèle cellulaire intestinal qui est CACO2
Si vous êtes intéressé, vous pouvez voir notre poster, mais c'est un peu tard. Mais... Je tiens à remercier l'ensemble de l'équipe CityFor, en particulier les personnes que j'ai travaillé avec pour réaliser ce projet, et M. Christophe Nimos pour son aide à analyser les résultats, et pour vous pour votre attention.